Lorsque Raffaello se rend à Rome, il n'y a pas encore de véritable école de peinture, de manière de peindre à la romaine, et ce malgré l'initiative de Sixte IV, qui avait pourtant fait appel à des artistes prestigieux pour entreprendre la décoration de la Cappella Sistina. La faute à l'instabilité du trône de Saint Simone Képhas, qui, au gré des élections, porte au pouvoir des intentions jamais identiques, toujours personnelles. Mais la situation change à la mort de Pie III en 1503, car Jules II n'est autre que le neveu de Sixte IV. Il entend poursuivre son œuvre, et plus encore. Pour rappel, les papes de l'époque étaient de véritables chefs d'État qui contrôlaient le cœur de la péninsule italienne. Ils promulguaient des lois, rendaient la justice, déclaraient des guerres. Mais ce n'est pas tout. Comme le narre la fresque de la remise des clés à Saint Simone Képhas de Perugino, le pape est l'héritier direct du fondateur de l'Église. Leur devoir temporel et leur mission spirituelle, alliés aux vestiges antiques de la cité éternelle qu'ils arpentaient, faisaient en sorte qu'ils se sentaient investis de la dignité impériale. En plus de Saint Simone Képhas, ils se voyaient donc les héritiers d'Auguste, de Trajan et de Marc Aurèle. Pour accomplir cette tâche colossale, Jules II mena une politique qui comprenait deux fronts majeurs et complémentaires, artistique et militaire. Artistique tout d'abord. Marqué par le souvenir du Palais des Papes à Avignon, où il a été archevêque en 1474, Jules II voyait dans la construction d'un palais répondant à tous ses besoins et à toutes ses charges une nécessité absolue. Bramante fut chargé, dès 1503, de concevoir l'imposante Cortile de Belvedere, qui affiche les ambitions du monarque. Sur cette fresque de Perino d'Alvaga, nous pouvons voir que des joutes et même des batailles navales pouvaient s'y tenir pour son bon plaisir, comme jadis au sein du Colosseum. En plus de ce chantier démesuré, il en engendra un autre, beaucoup plus controversé, qui valut à Bramante son surnom de Ruinante, c'est-à-dire de destructeur, la reconstruction de la basilica di San Simone Képhas, qui débuta le 18 avril 1506. Parallèlement, il acquit le groupe du Laocoon et ses fils, exhumés quelques mois plus tôt. L'année d'avant, en mars 1505, il faisait appel à Michelangelo pour réaliser son monumental tombeau. Enfin, en juin 1508, il ordonnait dans la Cappella Sistina la destruction du ciel bleu tapissé d'étoiles de la voûte qui faisait partie du premier décor de l'édifice, pour laisser la place à la vision de l'artiste sur la Genèse. Jules II était un despote éclairé, bâtisseur et bienfaiteur des arts. Mais comme nous l'avons vu dans la biographie consacrée à Leonardo da Vinci, c'était aussi un pape plus guerrier que pieux, désireux d'étendre son pouvoir à ses voisins par tous les moyens et de réussir à s'imposer comme souverain incontesté. Fervent ennemi des Borgia, il fit tout pour détruire leur influence en Italie et par l'intermédiaire de Gianpaolo Baglioni réussit à faire captif le terrible prince Cesare. Autre fait qui démontre sa position hostile à l'encontre de cette famille, Jules II, dès son élection, refuse catégoriquement de loger dans les mêmes appartements que, je cite, son très mauvais et scélérat prédécesseur, Alexandre VI. D'autant que les fresques de Pinturicchio présentent son portrait. On imagine bien l'horreur et le dégoût que pouvait susciter un tel spectacle chez quelqu'un d'aussi farouchement rancunier que ce pape. Les appartements Borgia furent donc délaissés au profit de l'étage supérieur. Je vous prie de bien vouloir pardonner l'aspect rudimentaire de ce plan où j'ai notamment pris la liberté de passer sous silence les parties du palais qui ne présentent aucun intérêt dans le contexte. Nous verrons les autres au fur et à mesure, par exemple les cours que j'ai signalés en vert pâle, comme la Cortile della Sentinella, la traduction n'est pas nécessaire, ainsi que la Cortile del Maresciallo. Maintenant, oui. En outre, pour celles et ceux qui seraient observateurs, sachez que ce renfoncement circulaire est ce que nous voyons ici. Il s'agit donc de la Cortile di Belvedere. C'est là que Jules II escomptait séjourner. Et c'est dans cette succession de 4 pièces, appelées les stanze, les chambres, que Bramante dut recruter une équipe de peintres chargés de les décorer. Parmi eux, nous comptons Baldassare Peruzzi, Bartolomeo Suardi, plus connu sous le nom de Bramantino, Lorenzo Lotto, Giovanni Antonio Bazzi, surnommé Il Soddomma, ou encore Perugino, qui a conçu depuis 1507 la voûte de la stanza la plus à l'ouest, l'achevant probablement à l'arrivée de Raffaello dans les derniers mois de 1508. Il est peu probable que Raffaello fût invité à se joindre à cette équipe par le pape en personne, malgré la réputation qu'il a déjà acquise dans les Marches et en Toscane. Et Pazzari s'est trompé en affirmant qu'il existait un lien de parenté entre Bramante et la famille Santi. Il est plus vraisemblable que sa requête auprès de François-Marie Ier ait été satisfaite, ce qui rejoint la réalité d'une cour où le népotisme était en vigueur, même entre concitoyens. Par exemple, le Siennois Agostino Chigi, banquier du pape, n'était sans doute pas étranger à la présence sur le chantier des stanze de ses compatriotes, Peruzzi et Soddomma. Il n'est donc pas déraisonnable de penser que, tout comme Chigi, Bramante soit venu en aide à un urbinate, qui plus est le fils de l'ami de Perugino qui participe à la décoration.
Raffaello arrive donc à point nommé, à la cour d'un souverain dynamique, au sein d'un milieu qui lui est en plus familier. Il commença par intervenir dans la bibliothèque, comme l'atteste un paiement de 100 ducats daté du 13 janvier 1509, ce qui confirme également sa présence à Rome dans les derniers mois de 1508, pour sa participation à la voûte. Elle n'est en effet pas uniquement de sa main. Nous pouvons attribuer à Bramantino l'octogone central, et au Sodoma, en plus des compartiments trapézoïdaux en camailleux et polychromes, la totalité des ornements et des grotesques sur fond d'or qui constituent l'encadrement de chaque scène. Pour sa part, Raffaello eut les 4 médaillons ainsi que les 4 caissons rectangulaires, de 120 cm de haut pour 105 cm de large, insérés dans les coins. Penchons-nous d'abord sur ces derniers et sur la plus étonnante des figures qui les occupent. Représentation du commencement de l'univers ou du globe terrestre, elle est aujourd'hui identifiée comme la muse Urania, et plus généralement l'astronomie qui a l'avantage de réunir en une seule image ces deux concepts. Il y subsiste des réminiscences de l'art de Perugino, comme nous pouvons le voir avec les deux putti s'appuyant sur des nuages. Le compartiment suivant illustre l'épisode mythologique du défi musical qui opposa le dieu Apollon à Marsyas, à l'issue duquel Apollon, victorieux, écorcha vif son adversaire pour punir son audace. Les néoplatoniciens florentins voyaient dans cet épisode la victoire du divin sur le monde terrestre, ainsi que la stricte distinction entre l'enveloppe charnelle et l'âme. Viennent ensuite Adam et Ève, représentés de façon évidente pour leur responsabilité dans le péché originel. Et pour finir, la justice de Salomon, le roi juif qui, confronté à un problème en apparence insoluble, appliqua une méthode érigée en idéal de prudence et de sagesse qui permit à la vérité de se révéler d'elle-même. Le bourreau emprunte sa pose de l'un des Dioscuroi, preuve que Raffaello tirait profit dès son arrivée des vestiges antiques visibles dans les rues de Rome ou les collections papales, s'appliquant à recopier toutes sortes de sculptures, sarcophages, reliefs, ronde-bosses. Comme sur cette feuille, recto verso, reprenant 2 des travaux d'Héraclès, où l'on ressent que le contact avec ses œuvres le fait parvenir à un sens plus prononcé de la musculature. Pour les mêmes raisons, il faut réfuter une éventuelle attribution totale du caisson Apollon et Marsyas, au Sodoma ou à Peruzzi, puisque l'homme qui couronne Apollon semble être tiré de la même sculpture. Le malheureux accroché à l'arbre, quant à lui, renvoie à un autre modèle. Observons la même position pour le caisson Adam et Ève que l'on a pu attribuer au Sodoma. Or, Ève conserve très nettement dans la position de ses jambes le souvenir de la Leda et le cygne de Leonardo. Les médaillons présentent chacun un diamètre de 180 cm et englobent la vision d'une discipline personnifiée par une figure allégorique accompagnée par des putti et se détachant d'un fond imitant une mosaïque d'or. La théologie, parée des couleurs des vertus théologales, le blanc pour la foi, le rouge pour la charité et le vert pour l'espérance, une symbolique reprise pour le drapeau de l'Italie. La justice, reconnaissable à son épée et à sa balance. La philosophie, assise sur un trône à l'effigie de l'Artémis d'Éphèse, allusion à la fécondité de la nature, tenant 2 livres intitulés La morale et la nature. Elle est en outre vêtue avec des étoffes dont les couleurs constituent le fond de divers motifs renvoyant aux éléments. Le bleu avec des étoiles, référence au ciel, évoque sans équivoque l'air. Le rouge avec des langues de flammes, le vert peuplé d'animaux marins, et le jaune ponctué de végétaux pour la terre. Enfin, la poésie dotée d'elle est surtout reconnaissable grâce à sa lyre. Il est intéressant de noter, grâce à ce dessin préparatoire dont la partie supérieure convient autant à la figure de la poésie qu'à celle de la théologie, que Raffaello observe toujours, certes moins servilement, le même modus operandi que Perugino pour répéter ses figures et accélérer leur réalisation. Ainsi, la partie inférieure de la théologie est grossièrement l'inverse de la position des jambes de la philosophie, qui est à son tour légèrement modifiée pour la justice. Et je ne parle même pas des pieds. En outre, toutes sont affublées de citations invoquant soit le Code de Justinien Ier, Cicéro ou encore l'Énéide de Vergilius. En plus de s'approprier la culture visuelle romaine, Raffaello ne cache pas dans ce programme l'érudition qu'il a acquis auprès de son père ou par lui-même. Il ne faut pas oublier qu'autour du pape se réunissait une certaine élite intellectuelle, et que le terme d'artiste n'était pas encore défini. L'artiste est encore perçu comme un artisan, effectuant avant tout un travail manuel plus qu'intellectuel. C'est un simple exécutant. Pourtant, Raffaello, tout en répondant à une commande, ne laisse personne définir ce qu'il doit peindre et n'obéit pas non plus aveuglément à un projet préétabli, comme le prouve le grand nombre d'esquisses, gage d'une préparation longue et méthodique.
Cela ne signifie pas seulement que Raffaello s'est appliqué avec soin et minutie, bien qu'il s'agisse du plus vaste et du plus prestigieux chantier auquel il ait participé jusqu'alors, mais que le programme originel est reposé sur une idée vague, ou dans le meilleur des cas imprécise. Raffaello a savamment médité son sujet, parfaitement collaboré avec ses pairs, voire les a coordonnés puisqu'il exécuta les plus importantes figures. Les médaillons sont reliés par une croix, ce qui se réitère avec les caissons rectangulaires, qui sont respectivement la somme des deux médaillons qui les surplombent. Le jugement de Salomon est ainsi le fruit de l'union de la justice avec la philosophie. Le concours de musique entre Apollone et Marsyas fait appel à la poésie, et pour les considérations néoplatoniciennes que nous avons évoquées, à la théologie. Les 4 médaillons ont par ailleurs une autre fonction, celle de donner le sujet des fresques murales situées juste en dessous. En élaborant une formule simple mais aussi cohérente que celui de la voûte, il s'impose plus comme un intellectuel que comme un exécutant. Ceci constitue, dans l'histoire de l'art, l'un des plus éclatants pas vers la reconsidération du statut à part de l'artiste. Suite à cette démonstration, Raffaello s'est vu octroyer, juste sous la figure de la théologie et pour lui seul, toute la paroi ouest de la pièce. Tandis que Peruzzi, Bramantino et Sodoma devaient, il faut croire, se répartir les 3 autres. 7 mètres de long pour 5 mètres de haut. Une telle superficie pourrait nous faire douter de son expérience dans la technique de la fresque ou de sa capacité à concevoir une composition d'une telle ampleur. Mais il ne se laisse pas dépasser par la tâche, car ce serait oublier les premiers travaux qu'il fit aux côtés de Perugino à Pérouse, pour la Sala delle Udienze du Collegio del Cambio, les dessins qu'il fournit à Pinturicchio pour la Libreria Piccolomini à Sienne, celles qu'il réalisa seul dans la Chiesa di San Severo, complétée plus tard par Perugino, et naturellement les très nombreux exemples de ses prédécesseurs, qu'il eut tout le temps d'étudier. En nous appuyant sur les figures allégoriques de la voûte, nous pouvons supposer que les sujets de ces lunettes colossales devaient être des galeries de personnes s'étant illustrées dans le domaine donné. Un thème assez limité, avouons-le, et sans grande originalité. Mais Raffaello se remémora ce qui fait la force de la scène de Leonardo à Milan, qu'il put entrevoir grâce aux dessins préparatoires conservés dans l'atelier du maître à Florence. La leçon consistait à établir individuellement chaque figure, puis de les réunir afin de constituer une assemblée animée dont les membres arboreraient une gestuelle variée. Cette autre étude nous révèle son intention de disposer les groupes de personnages en hémicycles, convergeant autour d'un axe central très accentué. Situé sous l'allégorie de la théologie, le sujet de cette fresque n'est autre que le rituel le plus sacré et le plus mystérieux du christianisme qui permet aux fidèles de communier avec le Seigneur, l'Eucharistie. Posé sur un autel aussi vénérable que somptueux, l'ostensoir d'or contient précieusement l'hostie et le place suffisamment haut pour qu'il se distingue du ciel. Ceci oblige le regard du spectateur à entamer une ascension inexorable et de plus en plus grandiose. Tout d'abord, rencontrant 4 angelots qui tiennent les évangiles et encadrent le disque éclatant qui contient la colombe du Saint-Esprit. Puis, assisté de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste, le Christ, placé dans une mandorle bordée de chérubins, achevant enfin sa course avec Dieu le Père baigné par d'innombrables rayons de lumière, desquels pleuvent des nuées d'anges. Nous notons sans mal la symétrie de la scène ainsi que la superposition des registres terrestres et célestes, commune à ces premiers retables et poursuivie dans la fameuse fresque inachevée de la Chiesa di San Severo, qui constitue en somme la première ébauche de ses pensées. Cette œuvre doit vraiment être perçue comme une exaltation de la foi, où Raffaello y échafaude d'une métaphore puissante. L'Église, en tant qu'institution, s'est construite sur les mythes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Or, la scène se place dans le cœur d'une église qui n'est pas totalement érigée et rassemble des personnages tirés de ces 2 sources. Son autorité a été établie sur les débats, les écrits, les actes et les miracles de nombreux acteurs qui ont contribué à l'édification du culte et exigent le respect de la loi divine. Prophètes, apôtres, saints, pontifes, docteurs, moines, aucun n'a la même expression ni la même façon de se mouvoir. En plus de rompre avec la conventionnelle galerie de figures, ceci représente à merveille l'idée selon laquelle, malgré leurs différences et leurs cheminements respectifs, ils parviennent tous à la même conclusion, l'adoration de l'hostie. Il s'agit sans aucun doute de la vision du triomphe de l'Eucharistie qui rassemble l'humanité sous sa coupe, plus que de la dispute du Saint-Sacrement que l'on a voulu voir au XVIIe siècle. Mais le nom est resté, que voulez-vous? La dispute du Saint-Sacrement, donc, met en place un langage très neuf pour l'époque. Tout d'abord d'un point de vue purement visuel. Raffaello ouvre l'espace au premier plan, afin que le spectateur ne se heurte à aucun obstacle jusqu'à l'ostensoir.
Vous aurez par ailleurs noté le vide dans le coin inférieur droit, qui révèle la présence d'une porte empiétant sur l'espace pictural. Ce problème est tout simplement contourné par Raffaello, qui choisit même de le rehausser par un bas-relief fin, et d'intégrer symétriquement de l'autre côté une balustrade. Cela a pour effet d'accentuer le grand équilibre de la composition. D'un point de vue sémantique, cette fois, la fresque comporte un discours lourd de signification. Outre ce que nous en avons déjà relevé, notamment concernant l'aspect religieux, elle véhicule des idées politiques et sert des objectifs personnels. Les bâtiments en construction à l'arrière-plan, ainsi que l'église inachevée du premier, sont des évocations assez subtiles du chantier de San Simón Kefas, qui légitime la décision du pape de démolir l'ancienne basilique. Celle-ci n'est pas jetée à bas, elle renaît, de nouveau érigée pour atteindre une gloire sans pareille. Raffaello en profite pour rendre hommage à de nombreuses personnalités, comme le peintre Fra Angelico, à gauche de l'autel, qui a réalisé la décoration de la petite chapelle de Nicolas V juste à côté, ou ses bienfaiteurs. Bramante accoudé à la balustrade, et l'homme qui se retourne en désignant l'autel, habituellement identifié comme François-Marie Ier. Raffaello use également de flatterie lorsqu'il accorde une place et un éclat tout particulier à Sixte IV, debout sur le premier degré de l'emmarchement dans sa chape resplendissante, tout en donnant à saint Grégoire le Grand les traits de son neveu. Jules II n'en revient pas. Devant ce morceau magistral, les travaux déjà réalisés ou en cours d'exécution sont détruits. Le pape décide, avec son énergie habituelle, de congédier tous les autres artistes travaillant au stanze pour n'en confier la décoration qu'à Raffaello. Le Vatican accueillait un jeune artiste parmi d'autres, mais la dispute du Saint-Sacrement permet à Raffaello de prendre ni plus ni moins le pouvoir. Sans attendre, Raffaello entama l'élaboration de la seconde fresque, celle de la paroi est, juste en face, sous la figure de la philosophie, qui n'est autre que son œuvre la plus célèbre à l'heure actuelle, l'école d'Athènes. Le principe n'est pas différent de celui de la dispute du Saint-Sacrement. Il s'agit de constituer une galerie, aussi vivante que celle qu'il a déjà pu donner, de personnages. Cette fois, des philosophes. Rassurez-vous, nous n'évoquerons ici que les notions les plus importantes. Raffaello réitère par exemple le même processus créatif en construisant séparément chaque philosophe dans une posture particulière qui aide à définir leur identité. Il y a Épicouros, couronné de pampres, Pythagoras, en armure très probablement Alexandre le Grand discutant avec Socrates, Eucleides qui se penche pour enseigner à ses disciples, Ptolémaios avec le globe terrestre, Zarathustra tenant, lui, la voûte céleste, et bien sûr Diogénès de Sinope, affalé sur les marches. En outre, Raffaello réemploie aussi la même composition spatiale que la dispute du Saint-Sacrement. Un axe central ascendant très marqué, un faisceau d'éléments de taille croissante, reposant sur une ligne horizontale qui délimite l'espace des créatures terrestres, ainsi que l'ouverture du premier plan qui ne fait pas obstacle à la progression de l'œil du spectateur. Nous y reviendrons. Le point de convergence également se détache directement devant le ciel. Platone, à gauche, est identifié grâce au timé qu'il tient sous le bras, tandis qu'Aristoteles, à droite, bloque l'éthique contre sa jambe. Le moment est opportun pour en parler, ce me semble. La figure de la philosophie tient des livres comme ses consoeurs, ou du moins toutes sont accompagnées par des inscriptions latines. La dispute du Saint-Sacrement en est parsemée, tout comme l'école d'Athènes. L'importance récurrente pour ce support nous permet d'identifier cette salle comme la bibliothèque personnelle de Jules II, nous l'avions dit, mais de la nommer enfin Stanza della Segnatura, car différents édits y ont été signés. Pour en revenir au duo principal de l'école d'Athènes, Platone reprend le même geste que le personnage à droite de l'autel sur la fresque d'en face. Son doigt levé pourrait signifier, comme lui, qu'il se place avec la philosophie sous l'autorité de la religion. Mais l'intention exprimée ici est davantage en relation avec la conception du philosophe, qui avançait la supériorité du domaine des idées. Il y a donc une opposition assez flagrante entre le monde de l'esprit qu'il défendait, immatériel, et ce que prônait à l'inverse Aristoteles, la main droite orientée vers le sol, faisant appel au phénomène palpable que nous observons tous, donc matériel. À eux deux, ils regroupent toute l'étendue de l'expertise philosophique de l'Antiquité. Par ailleurs, une aussi grande concentration de sages dans une fresque située dans la bibliothèque papale, au sein des appartements privés du pontife, ne peut signifier qu'une chose. Le savoir et la consultation des intellectuels sont les prérequis d'un bon gouvernement. Le lieu dans lequel ils se rassemblent est également intéressant. Il s'agit d'un bâtiment aux proportions grandioses, présentant dans l'axe vertical la succession d'arcs dont la courbe, de plus en plus imposante, se fait l'écho du format même de la fresque. Leur alignement parfait accentue les propriétés symétriques de l'édifice. Une rumeur circule selon laquelle Bramante serait l'auteur de la conception de ce surprenant décor architectural. Personnellement, je pense que l'architecte du Vatican et chef du chantier de San Simón Kefas avait bien assez de charges pour s'en rajouter.
Et ceci est confirmé par les recherches sans cesse changeantes de Raffaello pour l'arrière-plan, d'autant que les marches, par exemple, trop profondes, sont davantage établies pour être visibles par le spectateur que plausibles dans l'espace peint. En revanche, que les créations rationnelles, ordonnées de Bramante, notamment son projet pour la basilica di San Simone che Fas, ait inspiré Raffaello, ceci ne fait aucun doute. En regardant de plus près, il semble que cette architecture soit le fruit d'une savante réflexion qui met encore une fois en avant la grande culture de Raffaello. De part et d'autre de l'axe vertical, placés dans des niches, siègent deux sculptures, celles d'Apollone et Athéna, les divinités qui régissent entre autres l'intelligence et les sciences. L'artiste concrétise donc le temple de la philosophie imaginé par Marsilio Ficino à la cour de Laurent le Magnifique, et nous donne à voir une représentation métaphorique de la pensée même. L'historien Jacob Boucat avait assez justement cerné la capacité et l'efficacité de Raffaello à donner vie à la valeur qu'il souhaitait véhiculer par la grandeur formelle. La plus éminente de ses qualités personnelles était de nature non pas esthétique, mais morale. Je veux dire le sentiment de l'honneur et la ferme volonté d'atteindre à ce qu'il considérait comme l'idéal suprême de la beauté. Il ne s'est jamais reposé sur les résultats acquis comme sur une tranquille possession. Cette élévation morale, s'il eût vécu, fut restée sa marque jusqu'à un âge avancé. Fin de citation. Cet endroit n'existe pas, car ce n'est pas une réalité mais l'expression d'un idéal. Cela est corroboré dans un premier temps par le fait que les véritables protagonistes ne se sont pas tous rencontrés. Des décennies pour certains, si ce ne sont des siècles, les séparent. En ce cas, comment pourraient-ils se trouver physiquement dans la même pièce ? Dans un second temps, et comme précédemment, Raffaello se plaît à réaliser des portraits de ses contemporains, exacerbant encore plus l'anachronisme. Il y a le jeune Federico Gonzaga, Pietro Bembo prête ses traits à Zarathustra, François-Marie Ier est de nouveau honoré, tout comme l'est aussi Bramante qui incarne Cleides. Sur le col de ce dernier, Raffaello signe RVSM pour Raffaello Urbina Sua Manu, littéralement la propre main de Raffaello d'Urbino. Alors qu'il se place moins timidement que l'on pourrait le croire juste après Ptolémaios, Zarathustra et aux côtés du Sodoma, dans le coin inférieur de la fresque, il accorde la place privilégiée à ces modèles suprêmes, au cœur de l'assemblée. Nous reconnaissons sans mal Leonardo da Vinci qui prête sa noble vieillesse à Platone. Aristoteles, quant à lui, revêt l'apparence de Michelangelo. Nous y reviendrons. En faisant cela, Raffaello se met de nouveau au service de la reconsidération du statut de l'artiste et use d'une symbolique très forte. En intégrant ses homologues au sein de cette réunion d'illustres savants, il élève les siens au rang des penseurs, rompant la perception seulement manuelle de leurs conditions.